日本の育成の一番の問題点は指導者のレベルが低いってこと。 mais une démarche qui est plutôt individuelle. C'est-à-dire on va évaluer le potentiel, pas se fondre dans un groupe, ce qui n'est pas du tout le cas dans le système français. 考えを持ってやることは大事だと思うんですよ。それが日本がこう世界一になる、僕は近道だと思ってるんで。 On parle évidemment le Japon est capable de gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a deux axes. Le premier axe, c'est effectivement que la représentativité des joueurs. 育成というテーマで、日本とフランス、世界、いろんな育成法があると思うんですけども、日本はここまでうまくいっているのか。例えばフランスはやっぱりクレール・フォンティーヌがあって非常に成功している国だといいます。ここから学ぶところはやはりあるんじゃないかというところからテーマを、掘り出していきたいと思います。 L'organisation de la détection ou l'organisation de la formation en France est véritablement bien structurée, puisque dès l'âge de 8 à 12 ans, il y a déjà des évaluations qui sont faites sur les joueurs présentant des caractéristiques pour devenir des joueurs professionnels. Donc il y a dès le plus jeune âge une identification de l'élite française, mais une démarche qui est plutôt individuelle. C'est-à-dire on va évaluer le potentiel. Et malheureusement, ce potentiel, il est souvent physique. On va plutôt chercher des joueurs qui ont un développement physique, un peu une maturité physique. Et donc cette détection permet justement d'acheminer ces joueurs dans des centres de formation. Mais la démarche, je le répète, c'est plutôt l'expression individuelle. On développe le joueur sur le plan plutôt individuel plutôt que collectif. On aura peut-être l'occasion de parler du Japon. Donc la démarche française est une démarche qui est très, très tôt, très élitique. Ça veut dire qu'elle élimine ceux qui ne correspondent pas à ces critères et ceux qui sont choisis, lorsqu'ils ont un échec, ça peut aussi entraîner bien sûr des dommages assez importants. Donc c'est vraiment une procédure assez exigeante, assez pressante. L'axe, c'est quand même la créativité et l'initiative. Donc c'est l'expression quand même individuelle du joueur. C'est ce qu'on va identifier. Et si on devait évidemment comparer avec le système japonais que je connais bien, la sélection de l'élite au Japon, elle s'appuie déjà sur le scolaire, sur les écoles. Il y a déjà des structures très, très pointues avec des infrastructures, avec un programme technique. Et on accompagne les jeunes japonais beaucoup plus sur la durée. Et on n'est pas très tôt sur l'identification d'une telle ou telle capacité. On laisse les enfants grandir. Et on sent que dans le système japonais, on est plus dans un système de discipline et de rigueur. J'ai le sentiment que la démarche du développement du football, c'est aussi de développer des élèves disciplinés, rigoureux, qui vont s'inscrire dans la société. Donc je dirais que le football au Japon, c'est un élément aussi de s'inscrire dans le processus social de la discipline japonaise, c'est-à-dire la capacité du joueur à se fondre dans un groupe, ce qui n'est pas du tout le cas dans le système français. Et dans le système français, on a une démarche, je dirais, où la motivation, elle est liée au plaisir qu'on y prend et également dans le sens que l'on donne à l'activité. Alors que dans le système japonais, la répétition automatique d'un exercice fait partie, je dirais, du concept. Alors qu'en France, la répétition d'un même exercice serait un peu il y aurait un esprit un peu de contestation, de négociation. La démarche entre la culture du travail que l'on retrouverait du côté japonais,
En France, on le met à l'équivalent d'une motivation que l'on a dans le plaisir. Donc la démarche humaine et culturelle est complètement différente et ça développe des joueurs différents. Des joueurs disciplinés, rigoureux côté japonais, des joueurs créatifs et beaucoup plus initiatives du côté français. Donc une expression plus individuelle d'un côté, une expression plus au service du collectif de l'autre côté. L'équipe nationale japonaise, avec tous ces joueurs qui jouent à l'étranger, reflète parfaitement le bon équilibre entre les deux processus. Le processus rigoureux, discipliné, acquis dans la jeunesse par les joueurs japonais, et ensuite, lorsqu'ils se déplacent en Angleterre, en Allemagne, en France, ils acquièrent cette individualisation, c'est-à-dire cette prise d'initiative, cette prise de risque qui n'est plus ou moins pas permis dans le système japonais, mais qui est permis dans le système européen. C'est ce qui fait que l'équipe japonaise a un véritable bel équilibre, justement, entre cette rigueur, cette discipline et cette prise d'initiative à travers des joueurs, notamment sur le plan offensif ou en général. Et c'est pour ça qu'en 2002, on n'avait que des joueurs locaux. Donc on était des joueurs rigoureux, disciplinés, mais qui manquaient d'initiative, à part peut-être ceux qui avaient l'expérience à l'étranger. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup plus de temps dans mon énergie à leur transmettre cette idée de prendre des décisions, mais dans la décision, il y a l'erreur et donc la prise de risque. Et donc, c'est dans ce domaine-là que j'ai essayé, avec des joueurs locaux, d'apporter justement ces petits détails qui fait qu'on a fait une très bonne Coupe du Monde en 2002. On a aussi été vice-champion du monde des moins de 20 ans. Des performances qui montrent quand le joueur a d'autres outils, eh bien, il est capable de se hisser au plus haut niveau. 日本の育成の一番の問題点は指導者のレベルが低いってこと。僕2015年に引退したんですけど、引退した年からもう指導者始めて、幼稚園生から始めたんです。でその後すぐに小学生も教えるようになって、6年生まで教えてる、自分のスクールの中で教えてるんですけど、それと同時に7年ぐらい前から自分のクラブチームを持って、で監督も2年その中で小学生の監督も2年間やったんですね。日本ってクラブチームたくさんあるんですよ、小学生のクラブチームって。その現場に出てその現場の現状を見てるんですけど、日本の協会の育成システムはすごいいいんですよ。うまい子をしっかりとそのグループを作って、またさらにそのうまい子をもう一個ね、高いレベルの選抜に入れて、またそれがどんどんいって日本代表のところまで上がっていくんですけど、この選手、見逃しちゃったとかはないんですよ、ほとんど。いい選手をどんどんしっかりと見つけて、しっかりと選抜組んで集めてって、どんどん強化していくみたいなシステムあるんだけど、クラブチームに移った時に環境がひどいところたくさんあるんですよ。それは特にその指導者の指導だったりとか、あとはその選手に対するコーチングだったりとか、もうひどいところが多い。もうそれはもう現場でもう何年も見てるんで、もうよく知ってるんですよ。もう一番本当に力を入れなきゃいけないのは指導者の教育、もちろん技術的なところももちろんそうなんですけど、そういう選手に対するコーチングの仕方とか教育していかないと、日本のサッカーのレベルっていうのは上がっていかないなっていうのはすごく感じてる。クラブチームの監督になっちゃうと、言葉遣いだったりとかそのコーチングがひどかろうが立場が強いんで、通っちゃうんですね、そのことが。当然選手と保護者の立場が弱いんですよ。そのクラブチームの監督っていうのはもう王様みたいになっちゃってるんで、だからそれがいかにそれが間違ってたとしてもそれがまかり通るような環境になっちゃってるんで、もうそこをやっぱり協会としては直していかなきゃいけないと。Un éducateur, ça peut être effectivement un ancien joueur de football qui a appris le football en tant que joueur et qui aura une expérience pour composer une équipe de football et se présenter dans un championnat. Mais comme le dit Takayuki, il faut faire la différence entre cette expérience acquise en tant que joueur, cette connaissance du football en tant que joueur, et l'expertise
d'un éducateur qui aura des critiques sur le pourquoi, sur la mise en place d'exercices, qui amèneront le joueur à être confronté à des choix, à des décisions. J'ai l'habitude de dire que le Japon est un pays d'ingénieurs. C'est-à-dire on ne leur demande pas de comprendre. On leur donne un programme et vous exécutez. Et moi, j'ai toujours essayé de mettre en place le pourquoi. On exécute, mais il faut savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va créer. Et cette démarche-là, elle peut venir effectivement peut-être d'une certaine expérience d'un éducateur. Bien sûr, formé, là aujourd'hui, Takayuki, il parle en tant qu'expérience qu'il a eue à l'étranger. Il ne parle pas comme un Japonais. Il est justement un peu rebelle à ce système que moi-même j'ai combattu et que je combats toujours dans l'idée de donner beaucoup plus d'ouverture dans l'expression des joueurs dans le football. Et là, il est un relais. Je suis content de comprendre ce qu'il vient de me dire. Et je comprends parfaitement cette idée et cette volonté de bouger les lignes, quoi. やっぱり子供を指導するんであればその本人がしっかりしてないとサッカーをしっかりと教えられる選手を伸ばせるようなその指導力がまず身についてなきゃいけないしただサッカーだけ教えてればいいっていう年代じゃなくて人間として成長させてあげなきゃいけないやっぱり未熟なんでさせてあげなきゃいけないと思うんでそのためにはその本人教える本人がしっかりとした人物じゃなきゃいけないと思うんですね。そこをしっかりと協会が厳しく管理することが重要だと思うんです。さっきも言ったけどもそういうのって結構難しいことではありますけどでも結局最後子どもたちのためになると思うんですね。自分も偉そうなことを言えるような人間ではないけど客観的に判断見て考えてそれが結構重要だと思う。もちろんねその選手を伸ばしてあげなきゃいけないそういうね環境を作るのももちろん大事なんだけど指導者の教育を力入れないと日本のサッカーにちょっと未来ないかなと。子どもたちが幸せにいい環境でサッカーをできることが一番いいと思うんですよ。毎回僕も今いろんな現場とか見るしいろんなチームも見るけどってこれじゃあね毎日何やってるか分かんないだろうなとかもう多分子供がね悩むだろうなって思うような現場をやっぱり見ると僕すごい悲しいんですよ。やっぱり時間の無駄だし伸びる選手なのに伸びないだろうなとか思ったりとか、ね、せっかく日本代表のレベルがあんなにこうね上がってるにもかかわらずそのね一番こう底辺にあるそういう環境が良くないとねやっぱ残念に思う本当に残念に思うんでそこのね現場の環境が良くなればレベルが上がればもっと日本代表って高いレベルね本当に日本世界一を目指すようなチームになっていくと思うんで僕は本当にそこは強く思います。Là, on a parlé surtout de ce qu'on appelle le grassroots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la base de l'élite, elle est beaucoup plus petite encore que celle du Japon. Et Takayuki, dans sa réflexion, il pense qu'on pourrait agrandir cette base de l'élite. Mais je le répète, le Japon, son élite, elle est à travers les écoles. Et, alors qu'en France, elle se fait que dans un milieu professionnel. Donc le Japon a quand même une base d'élite qui est largement supérieure à la France. Et je suis d'accord que l'éducation des Japonais, elle se fait beaucoup plus dans l'exécutif. On apprend à faire des passes, on apprend à faire des contrôles, on apprend à faire des centres. Et là, je dois dire, pour l'avoir vécu, que la qualité de l'exécution du Japon fait partie du top mondial. Je dirais presque le top mondial, le numéro 1 mondial. Si on y ajoute la discipline, l'écoute, le respect de l'entraîneur, la rigueur et la qualité de l'exécution, le Japon se situe dans le top mondial. C'est ce qui peut expliquer que de nombreux pays européens viennent chercher à la pêche des joueurs dès l'âge de 16-17 ans. Les joueurs japonais sont déjà identifiés par les pays européens. Et ça dénote, et Takayuki l'a confirmé, une élite japonaise, un écosystème japonais
qui produit des jeunes joueurs capables d'être tout de suite opérationnels dans les exigences de très très haut niveau que représentent les championnats européens. Ça, c'est une réalité. Et la différence, finalement, elle est dans effectivement l'initiative et la prise de risque. Et le joueur japonais, il se découvre finalement lorsqu'il est à l'étranger. C'est là qu'on lui dit, après 2 échecs, comme le disait Takayuki, 2 échecs qui sont condamnés dans le système japonais parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que le fait qu'on ait montré la bonne exécution, on ne peut pas comprendre qu'il y a une erreur. Alors que dans le football, la notion d'exécution, elle n'est pas justifiée. Chaque situation est unique. Et ce joueur japonais se découvre en Europe comme quelqu'un qui est capable de maintenir sa prise de risque, parce que le système européen lui permet. Et en revanche, le japonais, il a des bagages pour répondre. C'est-à-dire qu'on construit des outils dans le système japonais de très haute qualité. Malheureusement, ils ne peuvent pas être utilisés dans le système japonais sous prétexte que l'erreur est opposée à l'échec. Alors que dans le système européen, l'erreur est une part de l'échec, c'est une étape de la victoire. Et donc c'est plutôt à ce domaine-là qu'effectivement des entraîneurs étrangers dans les jeunes générations pourraient apporter ce déblocage. 今その全てのステージで野望を持つっていうのは非常にいい言葉だと思うんですけど、高木さん締めではないですけど、この日本が強くなるためにやっぱり育成ジュニア世代の育成っていうのが非常に大事で、かつそこには選手のレベルが上がってるんだから指導者のレベルが上がっていかなきゃいけない、これ当然のことだと思います。そのためにこれ JFA が本当はやらなきゃいけないことなのかもしれないですけど、改めて最後自分の立場から何か提言できることがあればというところで締めたいと思うんですけど、日本がね世界一になるためにはやっぱり選手はね今の考えを持ってやることは大事だと思うんですよ。それはやっぱりヨーロッパでやっぱりどんどん世界に出ていってトップレベルのリーグで、自分経験を積んでそういう高いレベルの中でプレーできる結果を出せるような選手になっていくっていう、そういう選手がどんどん増えていくっていうところがまず必要。先ほども言ったけどやっぱりしっかりとした育成組織を作っていくってことですよね。そこをしっかりとねやってほしい。ただ代表あるいはプロに近い選手たちだけを力入れるんではなくて、そこのまず底辺のところをしっかりと力入れていく。それが日本が世界一になる僕は近道だと思ってるんで、そこはもう小さいから、ある程度自由にやらしてとか、その指導者に関しても自由にやらしてもいいかじゃなくて、そこをまずはしっかりと管理していく。いい環境をしっかりと整えることによって日本が世界一になっていく近道になると思うんで、そこを意識してほしいな、意識してっていうか力入れてほしいなって協会には思います。Parle évidemment de le Japon est capable de gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a deux axes. Le premier axe, c'est effectivement que la représentativité des joueurs japonais qui jouent en Europe, qui aujourd'hui jouent dans des championnats de très haut niveau que représentent les pays comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., mais que le niveau de représentativité se fasse à l'échelon supérieur, c'est-à-dire des clubs qui joueraient éventuellement régulièrement la Champions League. Et là, je veux parler de ce lot de clubs que sont le Bayern de Munich, que sont le Paris Saint-Germain, que sont le Real Madrid, le Barcelone, le Arsenal, le Manchester. Que le niveau des joueurs japonais puisse se situer à cet échelon-là, avec les mêmes conditions de formation du Japon, qui pour moi sont les meilleurs au monde en termes de discipline, d'organisation, même s'il y a beaucoup à dire sur le plan du grassroots, mais sur le plan de former des joueurs de qualité, ce qui permettra au Japon de s'améliorer, c'est évidemment la représentativité. Un joueur qui arriverait de Arsenal, qui arriverait du Bayern, qui arriverait de Manchester, qui arriverait de Real Madrid,
Et il y a aussi un élément que le Japon ne peut pas utiliser, c'est ce qu'on appelle la double nationalité. L'équipe de France, ce sont à 99% des joueurs qui viennent de l'étranger, d'origine africaine, d'origine marocaine, d'origine Côte d'Ivoire, etc. Donc cet apport qu'on retrouve également chez les Marocains, tous les joueurs marocains sont nés à l'étranger. Ce sont des doubles nationalités. Les joueurs sénégalais, la même chose. Les joueurs ivoiriens, la même chose. Quand on voit comment les pays africains sont montés en niveau, et malheureusement, le Japon n'a pas cette philosophie, parce qu'à part Suzuki et Mochizuki, et peut-être Joël Fujita, c'est aussi un élément qui a permis à des grandes nations de pouvoir monter en puissance. Donc le Japon fera 100. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de joueurs qui apporteraient cette mixité qu'on retrouve dans des pays comme la France, etc. Donc ça, c'est aussi un élément de progression des équipes nationales européennes.